Un autre extrait du livre de Marcel Conversi, 15 mois à Buchenwald, page 161. Je n'aurais jamais supposé que le manque de nourriture pût ravaler aussi facilement l'homme au niveau de la bête. Ah, ces cris, ces gestes de démons, ces hommes qui se battent autour d'épluchures de pommes de terre et qui tueraient pour un morceau de pain. J'en ai vu qui, ayant trouvé une tête de chien dans les ordures, l'ont fait cuire pour la manger. Dans cette tour de Babel en folie, les vols se multiplient. Un ami s'étant endormi appuyé sur un colis qu'il possédait en commun avec un autre ami, a trouvé à son réveil le carton ouvert au couteau sur le côté et vide de son contenu. Démasqué le voleur, un jeune juif polonais mangeait encore. Il a subi une dure correction administrée par des justiciers improvisés, sans cesser de mastiquer. Mangez, mangez d'abord. Page 168. Dans la vie normale, l'homme bien portant ignore la mort. En un mot, l'échéance apparaît lointaine et non redoutable. Ici, au camp, la mort trône à visage découvert, sans phare, hideuse et implacable. Elle se tient là, près de nous, frappant chaque jour des camarades, des voisins dont la disparition ne surprend même plus. Dans certains blocs, tel le 51, elle opère comme un fonctionnaire, choisissant chaque jour les hommes les plus faibles pour les éliminer et faire la place aux autres. Une volonté diabolique lui donne la main. Les nazis, au lieu de tuer simplement leurs victimes, préfèrent les laisser souffrir et périr lentement. Quand elles se tuent entre elles, c'est encore mieux. De même que les ouvrières de la ruche sortent les abeilles mortes, la sinistre faucheuse amoncelle chaque matin devant les baraques les corps nus des hommes qu'elle a choisis. Honnête à sa façon, elle ne prend pas les vêtements, qui conservent en Allemagne quelque valeur. J'ai vu un matin avant l'aube sous un ciel lit de vin, un homme qui rampait, armé d'un bâton à crochet, pour voler les vêtements d'un mort posé près du corps. J'ai vu aux douches des morts vivants, des cadavres tout pareils à ceux qui s'entassent sur les chariots du crématoire, mais ceux-ci marchaient encore. Il n'était nul besoin de rayons X pour voir leurs squelettes. Ils n'en cachaient quasi rien. Une simple bougie posée derrière eux aurait certainement permis par transparence de voir battre leur pauvre cœur jusqu'à la dernière pulsation irrémédiablement proche. La déportation des Français à Buchenwald entre 1940 et 1945 a concerné 26 000 personnes, 26 000 Français transportés par 21 convois, dont 700 sont morts durant le trajet. Et 14 000, soit plus de la moitié, ne sont pas rentrés. Pourquoi certains déportés restaient au camp de Buchenwald, tandis que d'autres étaient transférés en transport, vers des commandos pénibles, comme l'était Dora à l'hiver 43-44, comme l'était Erich à la fin de 44, et où les chances de survie étaient très faibles. Qui était responsable de cette cruelle sélection et sur quels critères? Le célèbre écrivain Georges Champrin travaillait dans les bureaux du camp de Buchenwald à l'Arbeitsstatistik. Les pages suivantes sont extraites de son livre « Quel beau dimanche ». Je ne vais pas vous lire toutes les pages, mais quelques extraits. Il m'est souvent arrivé d'entendre parler des camps nazis, de Buchenwald, même sans intervenir comme si je n'y avais pas été moi-même. J'avais réussi à oublier, ou plutôt j'avais réussi à refouler très loin ce souvenir. Alors je restais dans mon coin, dans mon silence, et j'écoutais. Parfois aussi, plus rarement, je parlais. Alors subitement, je pris la parole. « Vous ne dites que des conneries », ai-je dit. On m'a regardé avec un peu de surprise, et puis le Courtade s'est écrié « Merde, c'est vrai, tu y étais, toi ?» C'est bien ça, j'y étais. Non seulement j'y avais été, mais j'y étais toujours.
Vous voulez bien qu'on parte d'une situation concrète, leur ai-je dit, au lieu de partir sur des grands principes? Ils ont hoché la tête. La situation concrète avait l'air de leur plaire. Ils n'étaient pas contre, tout au moins. Bon, la situation concrète est bien simple, et je poursuivis. Un jour, l'administration SS donne l'ordre qu'un transport de 3000 déportés parte pour Dora, jeudi prochain, à 8h du matin. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr. Mais vous pouvez être sûr que jeudi prochain, à 8h, 3000 types partiront pour Dora. Un très mauvais camp, Dora. C'est un chantier où l'on creuse les tunnels d'une usine souterraine pour la fabrication des V1 et V2, les fusées allemandes dites de représailles, V pour faire Vergeltung, vengeance, qui seront utilisées pour bombarder l'Angleterre. Dora, c'est l'enfer. Le dernier cercle de l'enfer, si vous voulez. Mais l'alternative n'est pas de partir pour Dora ou de rester. Il n'y a pas le choix, comprenez-moi bien. Quoi qu'il arrive, 3000 types partiront pour Dora le jour dit à l'heure dite. Et si l'administration interne, qui est largement aux mains des politiques allemands à Buchenwald, car chaque camp est un cas d'espèce, je ne parle que de Buchenwald, moi. S'ils refusent de préparer ce transport, c'est une hypothèse qu'on peut faire ici, 3 ans plus tard, bien tranquille, pour s'amuser avec les grands principes. Si les politiques allemands refusent donc de préparer ce transport, le commandant SS confiera de nouveau le pouvoir administratif interne aux détenus de droit commun, par exemple. Ou bien il préparera directement ce transport. Et tous les autres par la suite. Donc, 3000 déportés partiront jeudi prochain à 8h pour Dora. Le seul choix qui se présente est le suivant. Est-ce qu'on laisse faire le hasard ou est-ce qu'on intervient pour modifier, minimement d'ailleurs, ce hasard? Ce n'est peut-être pas le hasard d'ailleurs, mais le destin. Ou alors c'est Dieu, comme vous voudrez. Mais il n'y a pas d'autre choix. Laisser faire Dieu, le destin ou le hasard, ou intervenir avec les forces que nous avons, le pouvoir dont nous disposons. Comment se prépare une liste de transport, en effet? On puise d'abord dans les effectifs du petit camp de quarantaine, où se trouvent les déportés non encore affectés à des travaux stables de production, à des commandos fixes. C'est là, au petit camp, que se trouve l'armée de réserve de cette sorte de prolétariat que nous sommes devenus. Supposons qu'il n'y ait pas 3000 déportés disponibles dans le petit camp. On complétera alors la liste du transport pour Dora avec les déportés du grand camp, qui ne sont pas affectés à des travaux directement liés à la production de guerre. Un métallo qui travaille à l'usine Gustloff, par exemple, l'usine de carabines automatiques, n'a pratiquement aucune chance, aucune malchance plutôt, aucun risque en tout cas de partir pour Dora. La première liste du transport pour Dora s'établit donc ainsi, selon ce hasard statistique de la situation des réserves de main-d'œuvre, à l'aveuglette en somme. C'est ensuite seulement que commence l'activité de la direction clandestine. Chaque comité national qui regroupe les organisations de résistance présente la liste de ceux qu'ils souhaitent voir rayés du transport. Enfin, quand je dis chaque comité national, ce n'est pas tout à fait exact. Les Allemands, eux, ne partent pas en transport. Ou plutôt, ils partent seulement en tant que capot, en tant que chef, pour encadrer les simples déportés, la piétaille des camps, etc. etc. Toutes les pages qui suivent sont très intéressantes. Jusqu'en octobre 1944, Dora était un commando dépendant du camp de concentration de Buchenwald. Dora devint un camp proprement dit à compter de cette date, octobre 1944. Dora, c'est donc d'abord un tunnel construit sur la colline Konstein. Jusqu'au début 1944, il n'y eut pour les déportés travaillant à creuser et aménager ce tunnel ni baraquement ni installation sanitaire d'aucune sorte. Ils étaient enfermés dans des galeries souterraines, soumis quotidiennement à un travail forcé de 12 à 14 heures, se relayant sans voir la lumière du jour, jusqu'à ce qu'ils fussent bons pour la ferraille, comme disaient les SS. Il en mourait alors jusqu'à une centaine par jour. Enfin, le camp fut construit près de l'entrée du tunnel. Les détenus y furent entassés, leur effectif s'éleva jusqu'à 28 000 à partir de l'été 1944. L'enfer de Dora, au-delà du tunnel, s'étendit alors à toute une série de commandos extérieurs, comme Elrich et d'autres. Un livre très important quand on étudie cette histoire de Dora Elrich, c'est le livre de André Sellier, que j'ai pu rencontrer en 1998.
Vous voyez à l'épaisseur de ce livre, aux éditions de la Découverte, Histoire du camp de Dora, on voit que c'est une vraie somme historique, une vraie mine, c'est un vrai travail d'historien, puisqu'on verra qu'il y a eu des témoignages, des livres écrits, des témoins qui se rappellent ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Là, André Sellier a vécu, puisqu'il a été déporté là-bas, mais bien au-delà de son témoignage, c'est une étude d'historien très pointue, très précis, sur l'histoire de Pénemut, sur l'histoire de Dora, etc., les évacuations. C'est le livre incontournable à avoir si on s'intéresse à cette période à Dora. J'ai extrait quelques lignes de son livre. Pendant des mois, l'arrivée dans le tunnel a été pour les nouveaux venus un choc sans doute plus important qu'avait pu l'être quelques semaines auparavant l'entrée dans le camp de Buchenwald. Dans les récits, les références à une descente aux enfers sont fréquentes et il ne s'agit pas de réminiscences littéraires. Quelques phrases détachées de ces récits permettent de reconstituer la scène. Derrière nous, grinçante, se referma la grande porte de bois qui barrait l'entrée. Nous étions brusquement plongés dans le noir. De loin en loin, cependant, une lampe à acétylène projetait sa lueur fumeuse sur des parois très hautes. Nous avons escaladé des tas de sable en nous prenant les pieds dans des câbles, en nous heurtant à des poutres ou à des traverses de chemin de fer qui jonchaient le sol. Nous entrons dans le tunnel, nous marchons un long moment, puis à droite nous entrons dans une excavation creusée pour y établir un hall momentanément abandonné. Le sol est inégal, l'eau suinte des roches, des flaques d'eau croupissent, l'eau suintée de partout. Le sol, gluant et gras, faisait glisser nos semelles de bois. Dans les galeries où nous nous trouvions, il y avait des tas de pierres baignant dans une eau croupie. Les morts du tunnel. Tous les morts de Dora n'ont pas péri au Révire ou au Schonung. Le Révire, c'est l'infirmerie. On peut dire ça comme ça. Il y a tous ceux qui, dans le tunnel, ont brusquement cessé de vivre parce qu'ils étaient à bout. Un autre exemple cité par l'auteur. Parmi les camarades arrêtés en même temps que nous, il y avait Marius Reimann d'Albert dans la Somme et son fils Claude. À l'arrivée à Buchenwald, Marius a le numéro 39 568 et moi le 39 570 et son fils 39 569. Nous sommes arrivés ensemble à Dora le 11 février 1944. Un matin, Claude a trouvé son père mort à ses côtés. Marius a été ce jour-là un des morts du tunnel. Il figure sur la liste à la date du 28 février 1944. Rogerie en cite un autre. Alors Bûcher se lève une dernière fois et tout à coup s'écroule à terre. Il est mort. Son corps est aussitôt jeté sur le tas des autres morts de la journée. Ils sont bien 15, là, couchés, pêle-mêle. On fait des tas de morts, en particulier devant chacun des dortoirs, comme indique Butet et Mialet. Je me suis fait repérer par le capot des Schlafstollen qui m'a cogné, mais surtout m'a requis pour sortir les morts dans la nuit. En effet, quand sonnait le réveil, 10 à 15 détenus ou plus ne se levaient pas et restaient recroquevillés sur leurs paillasses. Ils étaient morts pendant leur sommeil. Il fallait les sortir et les porter jusqu'à l'entrée du tunnel. Je n'ai guère apprécié cette corvée et le lendemain, je suis reparti charger les cailloux dans les wagonnets. Seulement 7 cadavres à la porte du bloc, des macabées comme nous disions. Les corps sont pieds nus, crâne rasé. On voit les ongles énormes, crasseux des orteils et les têtes décharnées. Tous ces morts se ressemblent dans la laideur de l'extrême maigreur. Il y a peu de témoignages sur le transport des cadavres jusqu'à Buchenwald, puisque dans un premier temps, il n'y avait pas de crématorium à Dora, et les morts allaient à Buchenwald. Par la fenêtre du Schonung, on voit des wagonnets qui viennent d'en bas à la sortie du tunnel chargés de morts. Non loin de nous, le convoi s'arrête et les cadavres sont transportés jusqu'à un petit cabanon près du Révire. Là, ils attendent jusqu'à 3 jours que le camion vienne les prendre pour les emmener à Buchenwald. Il y en a une centaine chaque fois. Il s'agit aussi bien des morts du tunnel que de ceux du Révire et du Schonung.
Il est arrivé une fois une aventure au conducteur du camion. Dans un virage trop brusque à Nordhausen, une des ridelles a cassé et les corps ont tous été projetés sur la chaussée. Émoi de la population. On a envoyé tout de suite un commando de détenus pour réparer l'incident. C'est au crématoire de Buchenwald que sont incinérés jusqu'à la fin de mars 1944 les cadavres qui arrivent régulièrement de Dora et lui donnent sa réputation terrible. On verra au chapitre 10 qu'un crématorium de campagne est ensuite installé dans le camp. Le crématoire définitif de Dora, qui a été conservé, est beaucoup plus tardif. On a vu que les cadavres, jusqu'à la fin de mars 1944, sont transportés à Buchenwald pour incinération. Un crématoire provisoire est alors installé, qui est décrit par Sadron. C'est un four unique dans une minable baraque de planches surmontée d'un long tuyau de tôle coiffé d'un chapeau conique. On dirait une masure de la zone. Elle est bien en vue au centre du camp. Jour et nuit, le tuyau fume. On voit d'abord, quand le four est vide, s'échapper de l'air chaud à travers lequel frissonne la perspective. Puis brusquement sort une fumée noire et grasse. L'odeur de la chair brûlée s'infiltre, nauséeuse, dans les narines, on ne peut s'y faire. Au bout de quelques minutes, la fumée devient bleutée, transparente, comme une fumée de cigarette. Un corps a disparu. Extrait du livre Survie de L'arrivée à Dora, vu par Étienne Lafont-Mazurel. Nos wagons à bestiaux nous menèrent bientôt en vue d'une usine colossale et quelques kilomètres plus loin stoppèrent dans un cadre sauvage non dénué de pittoresque. Nous étions dans les montagnes du Harz. Cadre des vieilles légendes germaniques et de Blanche-Neige, région truffée de tunnels, usines secrètes souterraines où se fabriquaient les V1 et les V2. Que de victimes pour la construction de ces tunnels. Pendant des mois, des milliers de prisonniers vécurent jour et nuit sous terre, couchant dans la boue, respirant la poussière de pierre, abrutis et assourdis par les perceuses pneumatiques, roués de coups et crevant de faim. Des prisonniers cachaient 3 et 4 jours les cadavres de leurs camarades morts dans leurs paillasses. Ils les cachaient pour toucher leurs rations. C'est cette vie-là que nous connûmes plus tard à notre tour à Eilrich. Ce massacre conduisit à l'édification d'une des plus belles usines du monde. Nous devions rester à Dora 3 jours. Le même sort donc que Charles. À notre arrivée, nous fûmes dépouillés de ce qu'il nous restait, linge, affaires personnelles, lainage, etc. Et ceci par des camarades slaves. Ils nous pillaient à leur profit. Les beaux uniformes neufs que l'on nous avait remis au départ de Buchenwald nous furent enlevés et nous endossâmes de vieilles défroques rapiécées. Les internés de Dora voulaient être convenablement habillés. Nous sortîmes de la salle de douche, trempés, avec pour tout vêtement une chemise, une veste et un pantalon en toile, le tout complètement humide. Il faisait nuit noire et glaciale. Ces 3 jours passés là-bas auraient pu être mis à profit pour nous reposer, nous habituer à cette nouvelle vie. Il n'en fut rien. Nous travaillâmes chaque jour, soit au déchargement des wagons, soit à la terrasse, soit aux corvées de bois. C'est à Dora qu'en mars 1945, 3 séries de pendaisons se succédèrent. Donc là, il raconte ce qu'on lui a raconté après, je pense qu'il a su après. 50, 38, puis 12 camarades de Dora et d'Eilrich. Les suppliciés étaient pendus 4 à la fois par 4 de leurs camarades qui devaient leur succéder. Chef-d'œuvre de barbarie. Tous les commandos étaient présents et devaient ensuite défiler devant les gibets, au pas et la tête tournée vers leurs camarades pendus. Ceux qui refusaient de regarder ce spectacle hideux étaient matraqués à mort. Ce camp, Dora, à cette époque, déjà plus sévère que celui de Buchenwald, était pourtant un paradis en comparaison d'Eilrich, quasiment un camp d'extermination. C'est le 5 septembre que nous arrivâmes à Eilrich. Notre convoi, composé de 1468 Français, immatriculés à Buchenwald sous les numéros 76 000, 78 000, 77 000. Quelle déception fut la nôtre lorsque nous vîmes massés dans une cour salle,
nous nous vîmes massés dans une cour sale couverte de la suie de la gare. Au milieu de la cour, quelques pauvres arbres, des bouleaux, qui ne suffisaient pas à masquer à nos yeux les vieilles bâtisses industrielles délabrées et croupissantes, usines à plaques désaffectées, construites au bord d'un marécage qui devait cacher tant d'horreurs. À suivre pour Ulrich.